Jeremy Grantham, Ken Fisher, Howard Marks, Michael Burry ou encore Joel Greenblatt sont tous des investisseurs qui ont battu le marché sur plusieurs années, voire certains sur plusieurs décennies. Le point commun entre tous ces super investisseurs, au-delà qui battent le marché, c'est qu'ils sont dans l'obligation légale de transmettre leurs transactions et leurs positions à l'autorité des marchés financiers américaine, la SEC. Grâce à ça, n'importe quel particulier comme toi ou moi peut voir les transactions que font ces super investisseurs et surtout pouvoir s'inspirer, savoir dans quel domaine ils achètent, dans quel domaine ils vendent et quel type d'actions les intéresse actuellement. Alors reste bien attentif jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te dévoiler 5 entreprises que ces super investors ont rajouté ou augmenté la taille de leur position dans leur portefeuille depuis le début de l'année 2024. Alors la première chose que l'on va voir avant d'arriver sur ces actions qu'ils achètent, c'est ce qu'ils font globalement avec leur portefeuille depuis le dernier trimestre. L'idée globale, c'est qu'ils vendent beaucoup des boîtes de semi-conducteurs. La dernière fois, on avait eu beaucoup d'achats dans le domaine des semi-conducteurs. Là, ils semblent vendre. Est-ce que ça veut dire qu'ils voient que le domaine et le secteur est surévalué ou est-ce qu'ils ont l'impression qu'il n'y a plus d'opportunités dedans? Je ne sais pas, ou peut-être qu'ils ont juste voulu prendre leur profit pour redistribuer aux actionnaires de leur fonds d'investissement. Quoi qu'il en soit, il y a quand même une belle part des entreprises dans les semi-conducteurs et je pense notamment à ASML. Ils ont revendu pour prendre potentiellement des profits. Ensuite, les actions les plus tradées entre guillemets, ça reste les Magnificent Seven, donc Google, Amazon, Meta, Nvidia, Apple, Microsoft. On enlève Tesla parce que Tesla, pas beaucoup de transactions dessus, mais ce sont ces entreprises où il y a eu beaucoup d'achats et de ventes. C'est-à-dire qu'on en a certains qui ont pris des profits dessus et d'autres qui les ont renforcés ou qui les ont intégrés à leur portefeuille. Parmi ces boîtes, j'en ai noté 2 qui ont été un peu plus achetées que les autres au cours du dernier trimestre, ce sont Apple et Amazon. Ensuite, autre que ces géants technologiques, de nombreuses boîtes dans le secteur de l'énergie ont également été achetées et beaucoup dans le domaine du pétrole et des minerais. Donc ceci étant dit, je vous propose de découvrir maintenant les 5 actions les plus achetées par ces investisseurs. La première, il s'agit de Coca-Cola, donc un indétrônable, un des chouchous de Warren Buffett qui a été en partie responsable de sa grosse ascension et de sa fortune. En quelques chiffres, Coca-Cola, c'est un dividende de 3% par an et il n'a jamais été baissé pendant 104 années consécutives. C'est-à-dire que tu reviens 104 ans en arrière, le dividende a soit augmenté, soit été le même toutes les années. En termes de valorisation, la boîte est légèrement en dessous de son PER historique, donc ça voudrait dire qu'il y aurait potentiellement une plus-value à aller chercher dessus. Ce qui plaît également sur cette boîte, c'est le catalogue ultra solide, ultra compétitif et ultra protecteur pour des récessions ou quoi que ce soit de Coca-Cola avec des produits qui sont consommés tous les jours dont visiblement on ne peut pas se passer. Également, la boîte depuis 5 ans, elle connaît enfin une nouvelle phase de croissance. Sur les 10 dernières années, ça avait pu être un peu compliqué sur la première partie de la décennie, mais maintenant, ça reprend tranquillement et on repart sur une croissance. Donc ça peut faire plaisir également aux investisseurs. La deuxième boîte est un petit peu du même style, c'est Procter & Gamble. Procter & Gamble, ultra défensif, secteur de consommation courante, des produits que tu as forcément chez toi et que tu utilises probablement tous les jours. Ici, un petit peu comme Coca-Cola, on a 133 années sans jamais baisser le dividende, ce qui est quand même assez exceptionnel, et on a un rendement de 2,4%. La moyenne de croissance de ce dividende est environ de 6% par an, ce qui est très bien parce que ça combat largement l'inflation et que ça permet aux actionnaires de s'enrichir année après année tout en encaissant beaucoup plus d'argent que l'inflation ne vient grignoter. En termes de chiffres, on est sur une excellente entreprise avec des marges supérieures à 20%, des retours sur les capitaux supérieurs également à 20%, donc ça montre à quel point elle est bien gérée et que ça fait des années et des décennies que cette entreprise est bien gérée. Et on a également un ratio de levier financier, donc une net dette sur EBITDA, qui est inférieur à 1, ce qui est magnifique. En termes de valorisation, on est à peu près sur les niveaux du PER historique, ce qui veut dire que l'entreprise semble être plus ou moins à son juste prix. Alors il faudrait rentrer plus en détail pour savoir quel est le juste prix de Procter & Gamble, mais globalement, par rapport à son historique des bénéfices et de la valorisation qu'elle a, elle est plus ou moins à un prix qui semble aligné avec ce qui se passe. La troisième entreprise entrant dans ce top 5 est un géant pharmaceutique et il s'agit de Merck. Donc cette entreprise a connu des moments difficiles sur les dernières années, les 2-3 dernières années, et là il semblerait qu'ils remontent largement la pente parce qu'ils avaient une baisse des bénéfices par action et là ils reprennent de la croissance par rapport à ce qu'ils avaient avant cette baisse et donc l'entreprise semble avoir été très bien gérée et semble très bien rebondir par rapport à
tout ça. On a également un levier financier, donc un niveau de dette par rapport à l'EBITDA, les revenus, etc., qui a très bien baissé. On était aux alentours de 2,9 il y a 2-3 ans et là on a réussi à descendre à 0,9. Donc 2,9 ça veut dire qu'il faut à peu près 3 ans à d'EBITDA pour rembourser la dette. 0,9 ça veut dire qu'en moins d'un an la dette est remboursée. 2,9 c'était pas affolant, c'était déjà très bien. Alors, en général on aime bien que ce soit en dessous de 3 pour ce genre d'entreprise. Donc là on était à 2,9 quand ça allait entre guillemets pas très bien. Maintenant on est à 0,9 maintenant que ça va mieux. L'entreprise a fait un très très bon travail vis-à-vis de ça. On a également un ROE pour cette entreprise qui est supérieur à 20. Ça montre que le management est efficace et qu'ils savent bien investir les capitaux qu'ils ont à leur disposition. Et on est encore une fois sur une entreprise qui n'a jamais baissé son dividende depuis plus de 53 ans. Donc là, pour les 3 premières entreprises, on a vraiment des entreprises qui sont entre guillemets axées sur le dividende, la croissance de ce dividende. Donc les actionnaires, visiblement, les super investors, pensent que ça va être intéressant d'avoir des entreprises qui vont distribuer une partie de leurs bénéfices pour les années à venir. La 4e entreprise, on change de registre parce que c'est pas du tout une entreprise à dividende. Il s'agit de PayPal. Concernant PayPal, quand on regarde les chiffres à l'heure actuelle, le cash flow que ça dégage, etc., c'est vrai que ça semble globalement sous-évalué. Maintenant, et ça c'est mon avis personnel, ça va être très compliqué pour moi d'investir dans PayPal et il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est que je ne connais pas un entrepreneur, que ce soit en France ou dans le monde entier, qui j'ai pu discuter, qui n'a jamais eu un problème avec PayPal. Soit que PayPal bloque, soit que PayPal bloque les fonds, soit que PayPal les dégage sans prévenir, sans aucune raison. Moi, de mon côté personnel, j'ai pas vraiment été bloqué de la part de PayPal. Alors j'ai eu des caps de revenus, mais ça s'est arrêté là et globalement mon argent n'était pas vraiment bloqué. Là où j'ai surtout des problèmes et ce que je trouve scandaleux, c'est qu'ils te chargent plus de 6% la transaction. C'est-à-dire que quand j'ai une personne qui va acheter un de mes produits, eh bien je vais avoir 6% de moins entre ce qu'il va payer et ce que je vais recevoir. Et en plus de ça, si je veux sortir cet argent, eh bien je vais encore une fois prendre 5 ou 6% de frais dans la gueule. Si par exemple je veux envoyer cet argent à un ami, je ne peux pas. Si je lui envoie par exemple 150 €, il va recevoir 115 €, 125 €. Quand je veux payer un collaborateur, c'est pareil. À chaque fois, ils prennent des frais vraiment énormes. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, ils prennent autant de frais parce qu'ils sont seuls sur le marché, ils se sentent pas menacés. Mais moi, je peux vous dire avec conviction et surtout en ayant échangé avec beaucoup de personnes dans le domaine, dès qu'il y aura une entreprise qui sera capable de rivaliser avec PayPal, eh bien, la transition sera faite automatiquement. Les gens iront sur cette entreprise parce que en termes de business, pour les vendeurs, c'est vraiment pas profitable. Deuxième chose, c'est que je connais aussi pas mal de monde qui préfère dire ok, peut-être que je vais supprimer 10 à 15% de chiffre d'affaires en faisant ça, mais j'utilise pas PayPal, je me concentre uniquement sur les virements ou les cartes bancaires parce que PayPal c'est trop de problèmes, c'est trop d'emmerdes qui vont arriver, donc je préfère éventuellement m'asseoir à côté d'une partie de mon chiffre d'affaires, mais au moins j'ai des problèmes qui seront déduits de tout ça. Je connais très peu de personnes aimer PayPal, me dire ouais PayPal c'est génial, j'adore ce qu'ils font, j'adore mon service, c'est parfait. Je connais vraiment très peu de personnes pour ça, peut-être pour des comptes particuliers du côté du consommateur, mais au final dans le monde c'est surtout les entreprises, le B2B, c'est là où ça devient intéressant. S'ils mettent trop en avant le consommateur, PayPal malheureusement j'ai peur que ça tourne mal pour eux. Deuxièmement, en termes d'avantages compétitifs, je vois pas énormément d'avantages compétitifs. C'est-à-dire le seul avantage que j'y vois, c'est qu'ils étaient au bon endroit au bon moment, mais à part ça, leur service client est pas terrible, le service qu'ils proposent est pas terrible et ultra cher. Dès qu'il y a une autre solution, moi je tournerai directement sur une autre solution qui sera plus avantageuse. Si les crypto-monnaies deviennent un peu plus utilisables, forcément je préférerais ça. Donc j'ai du mal à y voir un avantage compétitif, contrairement par exemple à un Stripe, donc le processeur de paiement par carte bancaire, où eux je le vois l'avantage compétitif. Là ici, j'ai du mal à voir un avantage compétitif vraiment solide, étant donné qu'il y a très peu de personnes qui utilisent Stripe en tant que professionnels qui en sont pleinement satisfaits. Donc à l'heure actuelle, si ce n'est les chiffres et la valorisation qui semblent assez faibles, j'ai vraiment du mal à voir une très très belle croissance de Stripe sur les 10 prochaines années. Et étant donné que moi j'investis dans des entreprises que je veux garder longtemps, c'est pas le genre d'entreprise que je serai à l'aise de garder 10, 15, 20 ans. Maintenant, ceci est mon avis personnel. Les super investors ont leur raison d'investir dans cette entreprise. Peut-être qu'ils ont une vision qui est différente. Peut-être que ce que j'ai décrit pour eux, c'est ce qui fait un avantage compétitif et c'est ce qui les intéresse. Ou alors également peut-être qu'ils veulent jouer un coup sur le court terme parce qu'on ne sait pas combien de temps ils vont garder ces actions. Il faudra attendre la prochaine déclaration qu'ils vont faire pour savoir s'ils ont conservé ou pas. Mais globalement, peut-être que eux ils y voient un cours à court terme ou alors peut-être qu'ils trouvent la boîte géniale ou que c'est un prix très bon et que malgré les problèmes qu'il peut y avoir sur PayPal, le prix justifie qu'on achète maintenant cette entreprise. La dernière entreprise est encore une fois une entreprise très défensive, à dividende. Il s'agit de United Health, donc UNH, le ticker pour ceux qui veulent la rechercher en bourse. Eux, en termes d'avantages concurrentiels, par contre, il est énorme. Parce que quand on a ce genre de complémentaire santé, que ce soit pour les entreprises, etc., le coût de changement est énorme. C'est-à-dire, eux, ils vont surtout viser les entreprises. Donc, si une entreprise, pour tous ses employés, elle va utiliser les services de UNH,
passer de ça à une autre assurance pour tous les employés en même temps, c'est des coûts de changement qui sont vraiment énormes, c'est de la complexité administrative, etc. Donc ils préféreront rester avec eux. Donc ils ont pour moi un énorme avantage concurrentiel. Il y a de plus en plus de concurrence dans ce secteur, mais pour le moment, l'entreprise a su vraiment se démarquer et acquérir des entreprises qui pouvaient être concurrentes ou qui pouvaient améliorer leurs services. Et donc ça, ils ont montré une très bonne gestion là-dessus. Un chiffre assez étonnant, c'est que sur les 20 dernières années, le dividende a augmenté en moyenne de 40% par an. Ça veut dire que année 1, tu as $1 de dividende, l'année 2, tu as $1,40. C'est quand même assez exceptionnel, cette croissance vraiment du dividende. Alors aujourd'hui, le rendement du dividende est autour de 1,72, mais avec la croissance qu'ils peuvent avoir, tu arrives très facilement à du 4, 5, 6% si tu conserves l'action pendant longtemps. On a également pour cette boîte un ROIC, donc Return on Invested Capital, qui est supérieur à 15%. On a une belle croissance du BNA. On a des marges légèrement faibles, mais c'est normal, c'est parce qu'ils s'attaquent à un marché très gros et qu'ils veulent s'accaparer le marché. Donc c'est normal que les marges soient un peu plus faibles. Et on a également un ratio de levier financier, donc la dette nette divisée par l'EBITDA, inférieur à 1, ce qui est excellent. En général, pour ce genre de boîte, on préfère que ce soit inférieur à 2, 2,5, 3. Donc là, avec cette période de fort taux d'intérêt, ils ont une dette qui est très faible et ça, c'est relativement bien. En plus de ça, en termes de valorisation, l'action semble légèrement sous-évaluée actuellement d'environ 5 à 10%, qui pourrait représenter une belle opportunité. Je comprends pourquoi elle intéresse autant de super investors. Donc si on fait le bilan de tous ces achats globalement qu'ils ont pu faire et de ce qu'ils ont pu vendre aussi, on se rend compte qu'il y a une tendance à aller sur des secteurs plutôt défensifs et sur des entreprises qui semblent vraiment sous-valorisées. Parce qu'ils sont en train de se dire peut-être qu'on arrive dans un rallye avec l'intelligence artificielle, la technologie, on a peut-être une bulle qui est en train d'arriver. Donc là, ça pourrait être intéressant de regarder les secteurs un peu plus défensifs. Peut-être que ces secteurs vont également profiter si la bulle vient à éclater ou si les marchés décident d'arrêter de valoriser l'IA, etc. parce que c'est arrivé beaucoup trop haut. Donc on va voir ce que ça va donner. Moi, je suis assez aligné avec les investissements. C'est le genre d'entreprise que je recherche plus ou moins dans mon portefeuille en ce moment, des entreprises sous-évaluées qui versent des dividendes et qui les augmentent depuis longtemps et qui ont un niveau de dette assez faible. D'ailleurs, j'ai repéré une vingtaine d'entreprises sous-évaluées avec du dividende depuis plus de 20 ans et une faible niveau de dette. Tu peux y accéder en lien dans la description. La liste est totalement gratuite. Si cette vidéo t'a plu, pense à lâcher un pouce bleu. Dis-moi également en commentaire ce que tu penses de ces transactions qu'ils ont pu faire. Est-ce que tu t'y reconnais? Pas trop? Est-ce que tu penses que ça peut être intéressant? Dis-moi tout en commentaire et pense à t'abonner en activant la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Je te dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao, ciao!